Bonsoir à tous. Donc pour cette dernière séance, je termine par quelques précisions que je n'avais pas eu le temps de vous donner la semaine dernière sur les mémoires sur l'instruction publique de Condorcet. Et puis, on passera au dernier chapitre de ce cycle qui concerne les propositions politiques qu'ont favorisé les philosophes des Lumières et la question de savoir quelle a été leur influence sur la Révolution française finalement. Sur Condorcet, il apparaît évidemment que par son système d'instruction publique qui est distribué en 3 cycles, dont le premier seulement est absolument accessible à tout le monde, il apparaît par là qu'il faudra assumer une certaine inégalité des formations, une certaine inégalité des préparations et donc finalement du développement intellectuel de tous les citoyens. Et cette inégalité, Condorcet l'accepte tout à fait en disant que ce qui importe, c'est que elle ne soit pas cause d'une dépendance de certains par rapport à d'autres, et en particulier, elle ne soit pas cause d'une soumission à la raison d'autrui. Autrement dit, c'est dans ce premier cycle que tout le monde apprendra à penser par soi-même, à exercer sa propre raison, pour pouvoir juger des arguments qui sont échangés dans un débat, pour pouvoir juger de ce qui est proposé par l'autorité politique, et de cette manière-là, pour pouvoir ne pas être dépendant, ne pas être sous la coupe d'une opinion quelle qu'elle soit. Et du point de vue économique aussi, ce premier cycle doit suffire à entraîner que quelqu'un puisse se débrouiller tout seul dans son métier. C'est-à-dire qu'il apprenne les rudiments, en fait, de l'organisation, par exemple comptable ou administrative de sa profession, pour qu'il ne soit pas là non plus dépendant de quelqu'un de plus instruit que lui qui risquerait éventuellement de mal gérer ses affaires. Et ensuite, pour les 2e et 3e cycles d'études, Condorcet prévoit aussi une intervention des finances publiques pour permettre aux élèves qui seraient particulièrement intéressés par les études de les poursuivre, même s'ils sont de familles pauvres. Donc il faut que l'État ouvre des sortes d'internats où tous les frais donc de scolarité et d'entretien sont pris en charge par l'argent public. Et c'est donc accessible pas seulement aux élèves qui ont les meilleurs résultats, mais aux élèves qui se montrent les plus intéressés par les études. Donc c'est l'intérêt qui est primordial. Il faut qu'ils aient envie d'apprendre, et dans ce cas-là, on les encourage à continuer à apprendre. Ceux qui n'ont pas envie d'apprendre, c'est pas la peine de les encourager à continuer. Donc c'est plus l'envie et l'effort et l'engagement qui comptent que vraiment les résultats. Ça me paraît être une distinction importante peut-être par rapport aux réflexions sur qui faut-il aider au moyen de bourses publiques, par exemple. Et donc l'inégalité des talents et des formations, elle est aussi compensée par le fait qu'on se trouve dans une réelle égalité politique, une réelle égalité de droits. C'est ça qui compte, c'est que tout le monde, pour autant, a exactement les mêmes droits, et ces droits, en plus, ont une expression vraiment concrète et effective, puisque, on l'a vu, toute la visée de l'instruction est de former des citoyens actifs, des citoyens capables d'assurer des fonctions publiques qui, je le répète, ne pourront pas être professionnels. On ne peut pas faire profession de fonction publique. Donc c'est vraiment ouvert à l'ensemble des citoyens, quelle que soit en fin de compte leur profession, justement, ou leur type d'instruction professionnelle. Et Condorcet est bien conscient du fait que l'évolution économique va de plus en plus vers la spécialisation. La division des tâches se renforce par rapport à un État où la plupart des gens étaient paysans ou bien où il y avait peu, disons, de professions artisanales différentes. On va dans un renforcement de la division des tâches et il pense qu'il faut absolument éviter ou la compenser par le fait que personne ne doit être un simple exécutant. Donc il n'y a pas d'enseignement professionnel qui doit enseigner uniquement à être exécutant, mais chaque enseignant spécialisé doit donner à ceux qui seront les professionnels
une connaissance suffisante pour que, s'il s'agit par exemple de travailler sur une machine, eh bien qu'ils en aient la maîtrise complète. Ils soient capables de la réparer, ils soient capables de l'améliorer, ils soient capables donc d'être inventifs, créatifs par rapport à cette machine. Donc il faut jamais que quelqu'un soit simplement un rouage, parce que sinon, dit-il, c'est abrutissant. La division des tâches a tendance à être abrutissante. C'est ô combien vérifié juste après lui, évidemment. Donc il a déjà prévu la compensation nécessaire pour ça. Évidemment, ça n'a pas été suivi, mais c'est important donc par rapport à la question de savoir dans quelle mesure le XVIIIe siècle prépare la révolution industrielle, dans quelle mesure ils ont essayé déjà d'en prévenir les pires effets. Et ce qui fait aussi que ce qui restaure aussi une certaine égalité, c'est que l'instruction doit se poursuivre tout au long de la vie. Et Condorcet propose qu'il y ait des écoles du dimanche où les travailleurs puissent aller, ça remplacera la messe, il ne le dit pas, mais on suppose, où les travailleurs puissent aller suivre tout à fait librement, bien sûr, des cours, en particulier des cours d'exercice de la parentalité, en fait, des cours, une école des parents, parce qu'ils constatent que les premières années de l'enfance sont tellement importantes, et puisqu'ils prônent que leur éducation reste dans les familles, eh bien, il faut donner à ces familles un minimum de compréhension de tout l'enjeu qui se passe pendant ces premières années et leur donner le moyen de développer au mieux les facultés des enfants pendant ces premières années. Donc, les parents ont besoin d'une certaine instruction, d'une certaine connaissance de l'enfance, et on propose de les donner à ce moment-là. Et puis aussi, bien sûr, une instruction civique, mais non pas au sens où l'État donnerait ces instructions d'en haut et donc ferait admettre par les citoyens des décisions établies, mais au sens au contraire où chacun, par l'exposé du contenu des lois, de leur manière d'être édictées, chacun peut s'en ressaisir et donc avoir justement accès à cette citoyenneté active. Donc il faut que tout le monde connaisse les lois et la manière dont elles s'élaborent pour pouvoir justement intervenir dans leur préparation. Donc c'est un cours vraiment d'éducation civique au sens de nouveau actif du terme. Et donc c'est seulement si toutes ces conditions sont réunies que Condorcet estime qu'on pourra voir alors un progrès dans la civilisation, un progrès qui soit pas seulement intellectuel, pas seulement un progrès des sciences, mais aussi un progrès citoyen, un progrès politique et donc un progrès social en général. Et c'est là que je vous invite à lire le dernier texte de ce chapitre. Un texte donc issu de la 10e période de l'esquisse des progrès de la civilisation humaine. 10e période qui projette les progrès qui seront réalisés dans la suite à partir du moment où la Révolution française a ouvert tout un horizon futur. Parcourez l'histoire de nos entreprises, de nos établissements en Afrique ou en Asie, vous verrez nos monopoles de commerce, nos trahisons, notre mépris sanguinaire pour les hommes d'une autre couleur ou d'une autre croyance, l'insolence de nos usurpations, l'extravagant prosélytisme ou les intrigues de nos prêtres, détruire ce sentiment de respect et de bienveillance que la supériorité de nos lumières et les avantages de notre commerce avaient d'abord obtenus. Donc d'abord, virulent anticolonialisme et l'avertissement que les Européens sont en train de se rendre haïssables sur tous les autres continents. Pour quelle raison? Parce que ce qu'ils mettent en avant, ce n'est pas du tout l'esprit des Lumières, c'est l'âpreté de l'usurpation économique et de la domination. Mais l'instant approche, sans doute, où cessant de ne leur montrer que des corrupteurs ou des tyrans, nous deviendrons pour eux des instruments utiles ou de généreux libérateurs. Il arrivera donc ce moment où le soleil n'éclairera plus sur la terre que des hommes libres, et ne reconnaissant d'autres maîtres que leur raison. Où les tyrans et les esclaves, les prêtres et leurs stupides ou hypocrites instruments n'existeront plus que dans l'histoire et sur les théâtres. Où l'on ne s'en occupera plus que pour plaindre leurs victimes et leurs dupes, pour s'entretenir par l'horreur de leurs excès dans une utile vigilance. Donc on continuera à parler de ce qu'était cet état pour bien prendre garde de ne plus laisser revenir, pour savoir reconnaître et étouffer sous le poids de la raison
les premiers germes de la superstition et de la tyrannie, si jamais ils osaient reparaître. Donc voilà l'optimisme, mais on a vu à quelles conditions. Alors justement, ce qui évite de considérer cet extrait comme de l'utopie, c'est que précisément Condorcet a vraiment pris le temps dans toute son œuvre et dans tous ses discours effectifs dans les assemblées, il a vraiment pris le soin d'établir constamment ces prérequis, ces nécessités sans lesquelles ce progrès n'aura pas lieu. Donc il ne pense pas que le progrès va se faire tout seul, loin de là. Et il n'est pas tout à fait sûr que la révolution soit bien partie pour le réaliser. Donc jusqu'à la fin, il met en garde contre les mauvais choix qui risquent d'être faits. Donc j'en arrive à la troisième partie et au dernier chapitre. Donc, quelles sont les théories politiques qui sont développées de manière, disons, plus concrète, les propositions plus concrètes, donc à la fois pour remplacer l'ancien régime et pour aussi montrer comment est-ce qu'on peut passer de la situation présente à une situation future qu'on espère meilleure. On peut dire qu'en gros, il y a deux courants en présence, dont l'un est réformiste et l'autre révolutionnaire. Et les termes sont parfois employés, mais rarement. Donc c'est plutôt une description du contenu qui permet de reconnaître si on est plutôt dans du réformisme ou dans de la révolution. Et je signale aussi tout de suite qu'il faut prendre garde à l'ambiguïté de ces deux termes. Parce que cette ambiguïté, c'est quoi? C'est que on peut être réformiste ou révolutionnaire quant aux fins et quant aux moyens. Quant aux fins, c'est-à-dire, est-ce que le type d'organisation politique que l'on prône est radicalement différent du type qu'on connaît, ou bien est-ce que c'est un aménagement, un adoucissement, donc une réforme du type existant, et du côté des moyens, la distinction est-ce qu'on pense pouvoir arriver à cette société future par simplement des réformes justement progressives ou par la persuasion, par des moyens légaux, ou bien est-ce qu'on pense qu'un renversement brutal doit avoir lieu, une table rase, une remise à zéro de toutes les institutions pour que le changement radical soit possible. Donc vous voyez là qu'on peut donc être réformiste ou révolutionnaire en fonction de la fin ou des moyens, ça fait des propositions différentes. Et donc si on applique cette distinction au courant qu'on trouve dans la philosophie du XVIIIe siècle, donc je m'en tiens bien sûr aux philosophes, pour tout le reste, c'est beaucoup plus ample de considérer ce qu'il y avait aussi comme opinion dans d'autres secteurs de la société. Je m'en tiens à la philosophie et en particulier, comme toujours, à la justification que donnent les philosophes pour leurs propositions. Du côté donc réformiste, et à la fois réformiste quant aux moyens et quant aux fins, on trouve d'Holbach et aussi la plupart des articles politiques de l'encyclopédie. Donc des articles tels que autorité politique, pouvoir, représentant et d'autres, toute une série d'articles qui sont écrits par divers auteurs autour de Diderot, d'Holbach, le Chevalier de Jaucourt, enfin bon, une série d'auteurs. Ces articles sont dans ce courant réformiste, dont on trouve la plus grande systématisation dans la politique naturelle de d'Holbach. Donc l'ouvrage qui s'appelle Politique naturelle. Pourquoi est-ce que ce courant est réformiste? Parce que, d'abord, par rapport au régime existant, à la monarchie telle qu'elle existe, il propose donc seulement des aménagements, seulement des ouvertures, des compensations pour équilibrer le pouvoir monarchique. Et par rapport aux moyens, il ne propose pas du tout un renversement, il propose donc une évolution progressive, donc par toute une série de mesures prises dans l'organisation, dans l'économie, dans la participation, disons, de plus en plus large au pouvoir. Alors, de l'autre côté, du côté révolutionnaire, à la fois sur les fins et les moyens, on trouve bien sûr le contrat social de Rousseau. Et ensuite, on aura les ouvrages de Condorcet d'une manière un tout petit peu moins radicale, je montrerai pourquoi. Parce que le contrat social de Rousseau, donc non seulement
quant aux fins, décrit une société et une organisation politique qui sont complètement, mais alors intégralement différentes de ce qui existe. Il s'agit vraiment d'une révolution au sens où il ne reste plus rien de l'ancien régime. Et d'autre part, sur les moyens, implicitement, parce que Rousseau ne le dit jamais, mais implicitement, on comprend qu'il est impossible d'arriver à cette nouvelle situation sans remettre complètement les institutions à zéro, sans recréer complètement de nouvelles institutions, ce qui suppose évidemment que les précédentes ont été complètement supprimées. Sans une suppression totale de toutes les institutions précédentes, on ne peut pas instituer le contrat social de Rousseau. Donc Rousseau est bien un révolutionnaire et quant aux fins et quant aux moyens, mais il ne le dit pas de cette manière-là. Il ne dit jamais ce contrat social doit advenir par une révolution. Et alors, peut-être entre les deux, on trouve Diderot qui est révolutionnaire quant aux fins, mais semble-t-il pas tellement quant aux moyens. Je dis semble-t-il parce que Diderot est beaucoup moins systématique, beaucoup moins clair sur ses opinions, et on les trouve, c'est assez significatif, on les trouve presque exclusivement dans des écrits qui n'ont pas été publiés de son vivant. Donc qu'il gardait en somme pour lui et pour son cercle proche. Alors pourquoi est-ce qu'il est révolutionnaire sur les fins? Parce qu'on va voir que ce qu'il prône comme type d'organisation politique est là aussi totalement différent de tout ce qui existe jusque-là. Ce n'est pas un aménagement de la monarchie ou d'un despotisme éclairé, très éclairé. C'est pas cet aménagement-là. Et par ailleurs, sur les moyens, il semble indiquer des transitions plus douces ou des moyens de pression plus abordables à partir de la situation présente et sans que soit nécessaire ce total renversement. Donc, détaillons un tout petit peu ça. Le courant réformiste d'abord. En fait, le courant réformiste, c'est un modèle assez profondément paternaliste. C'est-à-dire que on considère que le souverain ne doit pas être le peuple tout entier. Le souverain, au fond, ne change pas par rapport à l'ancien régime. On prend acte du fait qu'il peut être un monarque ou il peut être une aristocratie, disons, une certaine classe dirigeante. Parce que ceci est basé sur l'observation que l'ensemble des citoyens n'est pas capable de s'autogouverner, n'est pas capable d'arriver à cet état de maîtrise totale de ses passions tel que par eux-mêmes ils pourraient édicter des lois justes, conformes au droit naturel et les respecter, sans un pouvoir coercitif. Donc c'est paternaliste en ce sens qu'on considère que le souverain doit agir pour le bien de tous. Toujours c'est répété que tout doit être fait pour le bien de l'ensemble de la communauté, mais à sa place. C'est à la place de l'ensemble de la communauté qu'on doit décider ce qui est bon pour elle. Et alors comment s'organise la souveraineté? En fait, elle possède à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le souverain possède les deux, il n'y a pas nécessairement de distinction. C'est donc lui qui édicte les lois, avec cette seule contrainte, donc c'est ça évidemment qui diffère et déjà énormément par rapport à l'ancien régime, avec cette seule contrainte qu'il doit les fonder sur le droit naturel et faire en sorte que la jouissance des droits naturels soit accessible à tous les membres de la société. Et puis, il doit les faire exécuter conformément justement à cet établissement. Il possède les deux pouvoirs. Et conformément aussi à cette orientation très utilitariste et matérialiste de ce courant, il n'est pas étonnant que ce sur quoi les mesures sur lesquelles ils insistent le plus soient des mesures économiques, en réalité. Parce qu'ils considèrent qu'un peuple est heureux s'il jouit de l'ensemble de la satisfaction de l'ensemble de ses besoins naturels, et donc s'il est dans la prospérité économique plutôt que dans un idéal de liberté, d'autonomie, de citoyenneté. Ce courant ne pense pas que la liberté politique soit particulièrement importante pour le peuple. Il pense que ce qui compte, c'est de le mettre dans des conditions matérielles telles qu'il ne se révolte pas parce qu'il est simplement heureux. Donc on peut dire que c'est un peu un bonheur, disons, là aussi,
de troupeau, pour le dire péjorativement, hein, le bonheur que peut donner un bon pasteur à son troupeau, hein, un bon berger qui veille à l'intérêt de son troupeau. Et, ils ne le disent pas comme ça, bien sûr. Hein, et alors, parmi ces mesures économiques, donc, c'est intéressant de voir où étaient, autour de quoi tournaient les débats et comment ça a peut-être préparé le libéralisme économique. On entend souvent dire que les philosophes du XVIIIe étaient déjà des libéraux au sens économique du terme. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait beaucoup de variantes et en gros, on peut dire, même en considérant l'ensemble de ces variantes, qu'ils ont été plutôt favorables à beaucoup de restrictions par rapport à la liberté totale du commerce. Le débat tourne surtout autour d'un courant d'économistes qui s'appelle les physiocrates. Physiocrates parce que ils pensent que la force, kratos, doit appartenir à la physis, la nature. Ils pensent en particulier que la principale richesse d'une nation, c'est son agriculture, c'est sa production agricole. Et par conséquent, c'est l'agriculture qu'il faut absolument protéger, veiller à développer, et que l'industrie est très secondaire, il ne faut pas trop la développer. Sur ce point, ils ne sont pas suivis par les philosophes, disons, autour de l'encyclopédie, hein, qui correspondent à ce courant réformiste. Ils ne sont pas suivis parce que les philosophes encyclopédiques développent au contraire beaucoup l'industrie, mais au sens que ce terme possédait à l'époque, c'est-à-dire un artisanat qui s'ouvre à la mécanique, aux machines, mais qui reste toujours dans des petites unités d'exploitation familiales, hein, ou individuelles. Un artisanat individuel qui repose sur l'indépendance de chaque artisan ou de chaque famille. L'indépendance est quelque chose d'essentiel pour eux. Et quand ils parlent de propriété privée des moyens de production, c'est toujours la propriété par chacun ou par chaque famille de ce qui est nécessaire à sa subsistance, que ce soit la terre, donc avec une étendue suffisante pour une famille et pas plus, ou que ce soit la propriété des outils et des machines nécessaires à une production artisanale. Donc la propriété se limite à ça. Et si le droit de propriété est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est exactement dans cet esprit-là. C'est dans l'esprit que il faut que personne ne soit obligé d'aller vendre sa force de travail à quelqu'un d'autre. Il faut que personne n'entre dans une dépendance par rapport à quelqu'un d'autre. Il faut que chacun ait les moyens en sa possession d'assurer sa subsistance et son indépendance. Donc c'est vraiment une protection de l'individu, hein, contrairement à ce qu'on entend souvent dire. C'est une protection de l'individu et c'est pas du tout au nom des intérêts de la bourgeoisie. C'est au nom des intérêts justement d'un peuple qu'on veut garder libre. Et c'est précisément pour éviter que se développe une classe de prolétaires, c'est-à-dire de gens qui n'ont plus que leur force de travail à vendre, qui ne possèdent plus aucun moyen de subsister par eux-mêmes. Donc c'est très important ce fait-là. Pourquoi on a inscrit ce droit de propriété? C'est pour ça. C'est par une protection vraiment de l'indépendance de chacun quant à sa subsistance. Donc là, les encyclopédistes sont tout à fait dans cette ligne-là. En revanche, les physiocrates avaient une autre proposition qui elle était beaucoup plus débattue et beaucoup plus difficile et dont on n'avait pas encore mesuré tous les impacts. C'était la proposition de libéraliser complètement le commerce des blés. Et il y a beaucoup de traités qui paraissent à l'époque sur le commerce des blés. Faut-il que l'État régule soit les exportations, soit les prix, soit la circulation des récoltes? Ou faut-il qu'on laisse complètement libre ce commerce, y compris pour l'exportation? Et il y avait vraiment des positions opposées. Les physiocrates pensaient qu'il fallait le laisser complètement libre, mais curieusement, par rapport à ce qu'on pense maintenant, curieusement, ils estimaient que c'est par cette liberté que les prix allaient augmenter et donc garantir un revenu suffisant pour les producteurs. Actuellement, on pense plutôt l'inverse, hein, que plus on libère et on empêche tout frein étatique, les prix vont descendre à cause de la concurrence. Mais c'est pas comme ça qu'ils raisonnaient. Ils pensaient qu'il ne fallait pas que l'État mette de taxes,
ni de barrière à l'exportation, de telle manière que le producteur qui essaye de vendre sa récolte puisse choisir son acheteur en fonction de ce que l'acheteur lui offre. Et donc il pourra choisir des acheteurs qui sont prêts à payer plus et ne sera pas obligé de baisser les prix, y compris à perte pour lui. Donc voilà comment fonctionnait leur raisonnement. Il se fait que cette proposition, elle a été appliquée en 1774 par un édit de Turgot. Turgot qui est assez proche du milieu des encyclopédistes et qui sera surtout un ami de Condorcet, et qui, de 1774 à 1716, est appelé par Louis XVI à être contrôleur général des finances, donc en fait l'équivalent d'un ministre des Finances, et qui en 2 ans propose énormément de réformes, d'ailleurs tellement vite et tellement brutalement et tellement radical qu'il se fait évincer par tous les gens auxquels il déplaît et dont il supprime les privilèges. Première chose qu'il a fait, c'est supprimer tous les privilèges liés à l'Ancien Régime, donc tout ce qu'il y avait aux frais sur les impôts, donc aux frais de la nation tout entière, tout ce qu'on donnait comme privilège à divers ordres ou diverses familles. Il diminue aussi très fort les dépenses de la famille royale elle-même. Enfin bon, il s'attaque à tout ça. Il essaye de diminuer les impôts, de les rendre... Alors, ça c'est pas directement Turgot, mais ça fait partie aussi des propositions de d'Holbach, par exemple, de rendre l'impôt proportionnel aux revenus. Mais pour en revenir à la question du blé, Turgot donc essaye cette proposition des physiocrates de lever toutes les taxes et toutes les barrières à l'exportation et à la circulation même intérieure des récoltes. Et il se fait que ça ne fonctionne... Enfin, comme l'avaient prévu les physiocrates, les prix montent effectivement, mais ils montent trop. Et le prix du pain est tellement élevé qu'une partie du peuple ne peut plus le payer, et donc on assiste à des émeutes en raison de disettes graves. Alors il faut dire que Turgot jouait de malchance parce que cette année-là, la récolte était mauvaise. Bon, ça c'était, disons, une contingence. Mais aussi, pour d'autres raisons, les prix ont monté plus pour d'autres raisons. Parce que, premièrement, il y a eu de la spéculation. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient des stocks et les gardaient, donc accumulaient du blé qu'ils ne vendaient pas de manière à faire monter les prix. Puisque plus, évidemment, la denrée est rare, plus les prix montent. Et aussi parce que comme l'inégalité, il y avait une inégalité de distribution entre les différentes régions de France, et les régions qui n'en manquaient pas trop les vendaient très cher aux régions qui en manquaient plus. Ce qui fait que les unes devaient se ruiner pour l'acheter, et les autres, finalement, diminuaient leur confort aussi, parce que les producteurs préféraient le vendre à acheteurs, évidemment, à plus haut prix, plutôt que les garder pour les gens qui avaient faim dans la région elle-même. Donc vous voyez, en fait, il y a eu des tas d'effets pervers en fait, de cette mesure qui n'avaient pas été prévus. Et donc, il en a résulté une sorte d'unanimité sur le fait que les prix des denrées alimentaires ne pouvaient pas être totalement libres, qu'il fallait une régulation par l'État et qu'il fallait aussi que les taxes permettent de limiter le risque que chaque région du pays ne dispose plus de ce qui est nécessaire pour nourrir sa population. Et là intervient un autre économiste qui a vraiment eu beaucoup d'influence sur l'époque et qui est devenu aussi l'ami de Diderot, c'est l'abbé Galliani, un napolitain, qui propose... En fait, bon, son œuvre est assez complexe parce que il écrit donc des dialogues sur le commerce des blés. Mais donc, comme c'est un dialogue, en fait, exactement comme Diderot, ça lui permet de ne pas se prononcer de manière trop catégorique. C'est-à-dire, il fait dire à différents personnages des parties de son opinion. Donc, c'est quelqu'un qui joue assez bien aussi avec le scepticisme, avec l'éclectisme, comme le fait Diderot. Mais il n'empêche que il y a cette proposition chez lui qui va être suivie par une bonne partie donc, du milieu d'Holbach-Diderot,
donc qui est de favoriser à la fois l'agriculture et l'industrie, et Dolbach dira il faut que l'État aille jusqu'à accorder des prêts ou des dons aux individus qui ont besoin de ça pour pouvoir démarrer une petite affaire. Donc une aide à l'entreprise, une aide à l'entreprise, mais toujours dans la limite de l'entreprise familiale. Il faut qu'il y ait une taxe dissuasive à l'exportation, c'est-à-dire que, étant donné qu'il sera plus cher de vendre à l'étranger en raison de cette taxe, les producteurs vont d'abord vendre à l'intérieur, et c'est seulement quand il n'y aura plus de demande intérieure, donc quand on est sûr que le nécessaire est assuré, à ce moment-là seulement, les producteurs se tourneront vers l'exportation. Donc ça assurera qu'il n'y aura plus de famine à l'intérieur. Donc ça, c'était assez intelligent, mais donc ça demande une intervention de l'État. Et voilà donc juste un échantillon des débats qui avaient lieu et de la tendance vers laquelle finalement on allait de la manière la plus convergente, c'est-à-dire une tendance qui est un mélange d'une certaine liberté et d'une certaine régulation par l'État, par le biais des impôts, taxes, règlements et incitations à la production. Voilà qui permet tout de même de montrer que l'origine du libéralisme économique n'est pas si simple. Et que le fait que sur ce point, les philosophes du XVIIIe aient plutôt encouragé une tendance bourgeoise n'est pas si simple non plus. Voilà donc pour ce premier courant. Une précision maintenant sur la manière dont les philosophes pensaient les philosophes réformistes pensaient pouvoir faire avancer leurs idées. Donc, ils pensaient qu'il fallait donc, ayant l'exemple de certains ministres réformateurs, ils pensaient qu'il fallait faire pression pour que arrivent effectivement à des postes de responsabilité des gens qui avaient les mêmes idées de réforme. Donc, on pouvait par des pressions de l'opinion publique favoriser la décision toujours par le souverain de s'adjoindre des conseillers ou des ministres qui aillent dans le sens des réformes. Donc c'est une pression tout à fait légale, mais qui dépend toujours du bon vouloir du souverain. C'est vraiment caractéristique de cette époque. Alors c'est vrai que on a déjà vu que plusieurs des philosophes avaient essayé d'influencer des despotes éclairés dans d'autres pays que la France, et qu'ils avaient tout de même progressivement perdu leurs illusions sur la possibilité de leur faire appliquer des réformes très défavorables à leur pouvoir. C'est le cas tout à fait de Diderot qui petit à petit perd ses illusions avec Catherine II. Mais plus intéressant sans doute, et qui fait alors qui permet de tirer de faire une distinction entre Diderot et les autres, plus intéressant chez Diderot, c'est que il va bientôt remettre en question le principe même du despotisme éclairé. Donc pas seulement le fait que, en pratique, on a du mal à faire décider par ses souverains des mesures réformées, mais surtout que même si on arrivait à le faire, ce serait une mauvaise chose. Et c'est là qu'il se montre révolutionnaire, en ce sens qu'il refuse le paternalisme de la tendance réformiste. Donc, je vous invite à lire le premier texte. C'est un texte qui est issu de la réfutation d'Helvétius, donc qui a été rédigé par Diderot vers 1774, mais qui ne sera publié que entre 83 et 86 dans la correspondance littéraire, qui est cette revue à très petit tirage qui circule juste dans le milieu des gens, disons, autour de l'encyclopédie. Donc ce n'est pas un texte qui aura une grande influence sur l'opinion publique, puisqu'il est finalement dans un milieu assez confidentiel. Le gouvernement arbitraire d'un prince juste et éclairé est toujours mauvais. Donc, dans son principe, il est mauvais. Ses vertus sont la plus dangereuse et la plus sûre des séductions. Elles accoutument insensiblement un peuple à aimer, à respecter, à servir son successeur, quel qu'il soit, méchant et stupide. Donc le problème, c'est que même si le despote lui-même est éclairé, son successeur ne le sera pas. Mais si le peuple s'est laissé aller à la confiance en se disant « nous sommes bien gouvernés, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter », habitué à cette confiance, il ne va pas pouvoir se ressaisir et la reprendre si jamais la personne du souverain se met à avoir une politique complètement différente. Mais il y a plus que ça encore.
Il enlève au peuple le droit de délibérer, de vouloir ou ne vouloir pas, de s'opposer même à sa volonté lorsqu'il ordonne le bien. Donc même lorsqu'il ordonne le bien, ça ne suffit pas parce que le peuple doit avoir le droit de décider par lui-même, le droit de vouloir ce bien ou pas. Cependant, ce droit d'opposition, tout insensé qu'il est sacré, sans quoi les sujets ressemblent à un troupeau, voilà tout de même le mot prononcé, dont on méprise la réclamation sous prétexte qu'on le conduit dans de gras pâturages. C'est exactement le paternalisme, c'est pour votre bien, donc laissez-nous faire. Remarquez bien que dans la politique naturelle, d'Holbach estimait aussi que le peuple devait avoir un droit de révolte contre le souverain, mais seulement dans les cas où le souverain n'édicterait plus ses lois et ses décrets conformément au droit naturel. Donc si tous les droits reconnus par la nature humaine sont bafoués, alors seulement le peuple a droit à la révolte et doit donc changer de souverain. Ça ne veut pas dire devenir souverain lui-même. Donc ça, c'est tout de même encore une différence. En gouvernant selon son bon plaisir, le tyran commet le plus grand des forfaits. Qu'est-ce qui caractérise le despote? Est-ce la bonté ou la méchanceté? Nullement. Donc peu importe qu'il soit bon ou mauvais. Ces deux notions n'entrent seulement pas dans sa définition. C'est l'étendue et non l'usage de l'autorité qu'il s'arroge. Un des plus grands malheurs qui pût arriver à une nation, ce serait 2 ou 3 règnes d'une puissance juste, douce, éclairée, mais arbitraire. Les peuples seraient conduits par le bonheur à l'oubli complet de leurs privilèges, au plus parfait esclavage. Le plus parfait esclavage, c'est celui dont on ne se rend pas compte. Je ne sais si jamais un tyran et ses enfants se sont avisés de cette redoutable politique, mais je ne doute aucunement qu'elle ne leur eût réussi. Malheur au sujet en qui l'on anéantit tout ombrage sur leur liberté, même par les voies les plus louables en apparence. Ces voies n'en sont que plus funestes pour l'avenir. C'est ainsi que l'on tombe dans un sommeil fort doux, mais c'est un sommeil de mort, pendant lequel le sentiment patriotique s'éteint et l'on devient étranger au gouvernement de l'État. Supposez aux Anglais 3 Élisabeth de suite, et les Anglais seront les derniers esclaves de l'Europe. Diderot, que considère-t-il donc par conséquent comme mesure efficace, puisqu'il ne pense plus qu'il faut conseiller les despotes ou les monarques? Le texte suivant vous l'indique un peu, c'est un texte qui est issu des mélanges pour Catherine II, mélanges qui n'ont jamais été publiés non plus. Il dit « Si j'avais à créer une nation à la liberté », donc pensant que Catherine II essaye de rendre son peuple plus libre, essaye de susciter une participation politique dans un peuple qui a vraiment l'habitude de la servitude. Donc que ferais-je? Je planterais au milieu d'elle une colonie d'hommes libres, très libres, tels par exemple que les Suisses. Donc remarquez que le modèle anglais n'est plus celui qui est prôné, hein, donc le modèle parlementaire. Il est remplacé par le modèle suisse, qui est celui d'une confédération de petites entités strictement indépendantes où règne une démocratie presque directe, hein, où règne, disons, une participation très forte de l'ensemble des citoyens. Donc c'est ça qui devient le modèle. La Suisse est le modèle du peuple libre, à qui je conserverai bien strictement ses privilèges. Donc évidemment, si on fait venir cette colonie, on ne va pas la soumettre aux lois auxquelles sont soumis les autres, puisque ce sont des lois qui sont encore despotiques. Et j'abandonnerai le reste au temps et à l'exemple. C'est-à-dire que tous les autres verraient à quel point il est plus désirable de s'autogouverner de la même manière que les Suisses, et tout le monde aurait envie de réaliser la même chose, et de s'en donner les moyens. Et c'est comme ça que, en fait, progressivement, on gagnerait l'ensemble d'une population par l'exemple. Alors bien sûr, c'est un moyen auquel on pense encore souvent maintenant. Est-ce qu'il n'est pas utile de montrer qu'on peut s'organiser autrement, qu'on peut produire autrement, qu'on peut prendre des décisions en assemblée horizontale, générale, etc. Bon, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, disons, dans les milieux un peu progressistes ou militants. Mais le problème, c'est que sans l'accord du souverain, justement, de celui qui détient le pouvoir législatif et exécutif, sans son accord, cette petite colonie qui voudrait faire autrement, elle reste soumise aux lois, aux normes, à l'organisation générale de l'ensemble de la nation. Ce qui fait qu'elle ne peut pas développer un autre modèle.
où son modèle est extrêmement limité, puisque tout de suite elle se heurte, cette organisation, elle se heurte à des choses illégales, hein, à l'ensemble des normes prévues par la loi. Donc c'est beaucoup plus difficile que si effectivement le souverain accorde que s'installe cette colonie dans sa nation, donc cette espèce d'exception. Évidemment, un souverain ne va jamais faire ça, puisque le but étant que ce type d'organisation se répande, ben, à terme, il n'y aura plus besoin de lui. Donc pourquoi le ferait-il ? Et le fait que Diderot propose bien une démocratie directe, on peut le constater d'après un autre texte dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière, qui est les observations sur le nakaz, donc de nouveau des observations par rapport à la politique de Catherine II, dans lequel il est tout à fait clair que le souverain pour Diderot ne doit plus être une petite classe de personnes, mais le peuple tout entier. Donc c'est le troisième texte. Il n'y a point de vrai souverain que la nation. Il ne peut y avoir de vrai législateur que le peuple. Il est rare qu'un peuple se soumette sincèrement à des lois qu'on lui impose. Il les aimera, il les respectera, il y obéira, il les défendra comme son propre ouvrage, s'il en est lui-même l'auteur. Ce ne sont plus les volontés arbitraires d'un seul, ce sont celles d'un nombre d'hommes qui ont consulté entre eux sur leur bonheur et leur sécurité. On voit bien que le fait que l'auteur soit auteur des lois se fait parce qu'ils ont délibéré entre eux sur ce qui est le mieux pour réaliser leur bonheur. Donc il s'agit vraiment d'assemblées populaires. Il ne s'agit pas de passer par des représentants. Et c'est en cela que, parce que ça on peut aussi dire que le souverain est la nation par l'intermédiaire de ses représentants. Hein, c'est la formule qu'on entend le plus souvent, disons, malheureusement depuis 1789. Dans l'article représentant de l'encyclopédie et dans la politique naturelle de d'Holbach, il est dit en effet que le peuple, d'une certaine manière, fait savoir sa volonté générale au souverain par l'intermédiaire de représentants, mais auquel il n'accorde qu'un rôle consultatif. Donc, le souverain peut consulter, disons, des représentants du peuple, simplement pour l'aider, pour le conseiller, pour l'orienter, pour lui faire savoir les désirs et les besoins du peuple, mais sans plus, sans qu'il y ait de voix décisive là. Et donc, en outre, ces représentants, d'après d'Holbach, doivent être élus au suffrage censitaire. Et un suffrage censitaire basé sur les propriétés terriennes. Alors, vous voyez, c'est une série de conditions qui fait qu'il y a plus grand monde qui est concerné. Et pourquoi les propriétés terriennes seulement ? Parce que, comme je vous l'avais déjà dit à propos de Locke, c'était déjà un argument chez Locke, il pense que un citoyen n'est vraiment attaché au salut de la patrie que si son intérêt personnel en dépend directement. C'est-à-dire que si le territoire est menacé, le propriétaire terrien ne pourra pas aller ailleurs avec son bien. Son bien est là, et donc il va tout faire pour le défendre. Ou il va tout faire aussi pour prévenir un problème, pour empêcher d'avance qu'il existe un problème quelconque, une atteinte à la nation. Et donc c'est pour ça qu'il pense que les seuls citoyens vraiment concernés par le bien-être de l'État, ce sont les propriétaires terriens. Donc ça c'est d'Holbach, et c'est en ce sens que vraiment il se distingue très fortement de Diderot. Donc il y a quand même des divisions à l'intérieur de, disons, cet ensemble des encyclopédistes. Et Diderot tire d'ailleurs les conditions de cette démocratie directe, donc de cette expression directe de la volonté générale dans une concertation entre les citoyens. Il en tire la conclusion que une telle démocratie ne sera possible que dans des petites entités où on peut effectivement se rassembler tous, comme évidemment c'était l'exemple des cités grecques d'abord, mais aussi dans une certaine mesure des cités suisses. Et une deuxième conséquence, c'est que de telles petites entités seront forcément assez fragiles par rapport à un envahisseur extérieur. Elles n'auront pas la force d'une grande nation. Donc, ce sont deux inconvénients de la démocratie directe qui seront très systématiquement réexploités par la suite. Mais certains les assument, et
d'ailleurs, penseront qu'on peut compenser cette précarité ou cette faiblesse des petites cités par des confédérations. Et là aussi, la Suisse donnait déjà l'exemple de confédération de ces cités, et les Pays-Bas aussi. Les Pays-Bas s'appelaient les Provinces Unies. On avait des petits territoires indépendants, mais qui étaient confédérés. Et la confédération, c'est vraiment un fédéralisme minimal qui est principalement dirigé sur la défense mutuelle. Donc si l'un est attaqué, les autres le défendent. C'est ça le principe de la confédération. C'est pas du tout un principe où on s'accorde sur tout le reste de l'organisation ou de l'économie ou de quoi que ce soit. Donc chaque cité est vraiment ou chaque territoire est vraiment très indépendant, mais simplement on s'engage à se défendre mutuellement. Donc ça, c'était une réponse évidemment à l'objection de la difficulté d'instaurer une démocratie directe. Voilà pour Diderot. Et je passe maintenant au courant plus franchement révolutionnaire, avec d'abord évidemment son principal fondateur, c'est Rousseau, dans le Contrat social. Contrat social, donc, qui est un ouvrage qui paraît en 1762 et qui est unanimement condamné par tout ce qu'il y a de pouvoir en Europe, jusqu'au Vatican. Tout le monde s'y met, tout le monde condamne, y compris d'ailleurs Genève, alors qu'on pourrait penser que, étant ce modèle suisse de la petite république indépendante, Genève aurait été plus conciliante, mais pas du tout. Rousseau va vraiment trop loin pour tout ce qu'il existe de pouvoir institué en Europe. Ils ne s'y sont pas trompés, parce que de fait, c'est vraiment révolutionnaire. Et Rousseau, alors, s'inscrit tout à fait dans la continuité de ses deux premiers discours, où il avait, comme on l'a vu, valorisé l'état de nature. Et il avait bien dit à ce moment-là que l'entrée dans l'état social était causée par le fait que des circonstances naturelles étaient devenues tellement difficiles que l'homme solitaire avait désormais du mal à survivre. Alors à ce moment-là, on constatait que des regroupements avaient lieu en raison de la nécessité, et il estime que par conséquent, ça a entraîné toute une série de dégradations qu'on a vues parce que la raison de l'association n'était pas la bonne. Et maintenant, dans le contrat social, il déclare qu'il veut établir les conditions pour lesquelles un état social serait une amélioration par rapport à l'état de nature. Donc, quelles seraient les conditions qui n'ont jamais été réalisées, quelles seraient ces conditions pour que l'état social augmente l'être humain et ne le diminue pas par rapport à l'état de nature. Toujours en fonction de ces deux principes essentiels chez Rousseau, la liberté et l'égalité. Donc pour que l'état social ne diminue pas la liberté comme indépendance de l'homme solitaire et ne diminue pas l'égalité entre les différents hommes désormais obligés de s'entendre. Il dit qu'il y a un seul modèle qui peut satisfaire ces exigences, un seul, et si on y change un iota, ce sera raté. Et ce modèle consiste précisément en un contrat social au sens d'un pacte par lequel tous les individus remettent intégralement leur personne et toute leur puissance sous la direction de la volonté générale. Donc chaque individu estime que désormais il n'obéira plus qu'à des lois qui sont édictées par la volonté générale. Mais qu'est-ce que cette volonté générale ? Toute l'importance est de bien comprendre ce que c'est que cette volonté générale. En aucun cas, il ne faut la comprendre comme la somme des volontés individuelles, ni comme le compromis qu'on peut obtenir quand chacun essaye de faire valoir ses propres intérêts. Et d'ailleurs, il y aura après la Révolution américaine de 1776, il y aura des critiques contre cette constitution par ailleurs très, très admirée en France, mais il y aura des critiques sur ce point-là, notamment par Condorcet, le fait que cette constitution a été rédigée comme vraiment pour permettre le compromis entre tous les intérêts particuliers et pour permettre d'obtenir une décision commune, alors même que chacun ne fait que défendre sa propre volonté. Ils estiment que ça ne va pas marcher, que ça va entraîner constamment des tensions, des pressions, des factions, ce qu'on appellerait le lobbying de groupes d'intérêts, et que ce n'est pas la bonne manière d'atteindre la volonté générale. Donc la volonté générale chez Rousseau,
c'est chaque individu qui doit l'atteindre directement. C'est-à-dire que chacun a la possibilité de juger de ce qui est bon pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble de l'association. Et donc, chacun, au moment où on s'assemble pour prendre une décision sur une loi fondamentale ou sur une loi plus particulière, mais toujours dans la généralité, les lois sont toujours générales, donc au moment où on s'assemble, chacun va défendre non pas son point de vue personnel, mais va défendre ce qui lui semble le meilleur pour tout le monde. Et donc on devra juste s'accorder sur le jugement rationnel au sens vraiment des arguments objectifs sur ce qui est le meilleur pour tout le monde. Par conséquent, dit Rousseau, la volonté générale, elle est toujours droite, c'est-à-dire qu'elle veut toujours le bien commun. Elle ne peut pas ne pas vouloir le bien commun. C'est ça sa caractéristique même. Elle veut le bien commun. Et chaque individu, donc, édicte la volonté générale en voulant le bien commun. Mais elle peut éventuellement se tromper. C'est-à-dire que elle peut ne pas juger convenablement l'ensemble des facteurs, ne pas prévoir... et donc elle peut édicter des lois qui s'avéreront désavantageuses pour la République. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème puisque l'Assemblée se réunira à nouveau et modifiera ses lois. Donc l'Assemblée doit se réunir de manière très fréquente, de manière très régulière et selon un calendrier établi une fois pour toutes, pour que cette fréquence ne soit jamais modifiée, ne soit en tout cas jamais diminuée. De cette manière, dit Rousseau, la liberté de l'individu est intacte puisque la loi qu'édicte la volonté générale, c'est lui-même qui l'a édictée en tant que citoyen, en tant qu'il est une part intégrante de cette volonté générale. Et c'est ça la souveraineté. Donc la souveraineté, le corps politique souverain, c'est l'ensemble de tous les associés du pacte social, l'ensemble de tous les associés, en tant qu'ils participent tous à cette décision sur ce qu'est la volonté générale et le bien commun. Voilà le souverain. Donc le souverain devient très clairement l'organe du pouvoir législatif, et seulement législatif, donc contrairement au souverain de l'Ancien Régime. L'exécutif, par contre, sera confié à un gouvernement qui devra donc être désigné selon des modalités particulières, mais d'abord, pour en terminer sur les garanties qu'on a de conserver sa liberté, et sur même pourquoi il vaut mieux cet état civil que l'état de nature. Cet état social est appelé d'emblée civil, ça veut dire que c'est un état politique, citoyen. Toute autre association simplement sociale engendrerait immédiatement des inégalités. Il n'y a que de cette manière que tout citoyen en vaut exactement un autre. Et inversement, tout individu est aussi sujet de cette souveraineté, puisqu'il doit s'y plier, puisqu'il doit se conformer à ce qui a été désormais édicté. Et on peut lire le texte 4, alors, où Rousseau montre pourquoi, dans ces conditions-là seulement, c'est un gain par rapport à l'état de nature. Quoiqu'il se prive dans cet état civil de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève, à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais. Donc, la plupart du temps, évidemment, l'état social ne réalise pas ça. C'est pour ça qu'il est dégradé. Mais si on observe ce pacte de souveraineté, alors donc il bénira cet instant qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme. On dirait que là que Rousseau a tout de même accepté les réticences qu'il a rencontrées par son discours sur les inégalités, sur la naissance des inégalités, et que notamment l'objection que l'homme ayant des facultés bien au-delà des simples besoins biologiques, ces facultés doivent pouvoir être développées. Donc ici, il en tient compte, il pense qu'il va devenir, grâce à la communauté, un être intelligent, un être ennobli, et en particulier, un petit peu plus loin, il écrit: on pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale,
qui seul rend l'homme vraiment maître de lui. Donc jusque-là, la liberté de l'homme solitaire de nature, c'était une liberté d'indépendance seulement, mais elle était strictement biologique, elle n'était pas morale. Il n'y avait pas, on peut dire que c'était un état amoral, pas immoral, parce qu'il n'était pas non plus contraire à la morale, mais amoral, c'est-à-dire que la morale n'avait aucun sens, puisqu'il n'y avait pas de relation à régler entre les gens. Car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Cette définition de la liberté morale comme obéissance à la loi qu'on s'est soi-même prescrit, c'est exactement la définition que proposera Kant. Et donc Kant est très clairement inspiré de Rousseau sur ce point. Et c'est ce que Kant appelle l'autonomie, donc au sens vraiment étymologique du terme, auto, à soi-même, et nomos, la loi. C'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Et donc voilà comment c'est possible d'atteindre une loi commune qui ne soit en aucun cas une imposition, une contrainte sur l'individu puisqu'il y participe. Donc la loi ne définissant que le général, ce n'est pas l'Assemblée souveraine, ce n'est pas l'ensemble des citoyens qui doit exécuter les lois ou les appliquer au cas particulier, des circonstances qui peuvent se produire à tout moment. Donc s'il faut décider de qui il faut nommer, par exemple, dans un type d'organisation qui a été décidé en commun, ou s'il faut décider comment réagir à telle ou telle situation qui se présente, il ne faut pas convoquer l'ensemble de l'Assemblée des citoyens pour autant. Il ne faut pas non plus que le peuple soit constamment en train de régler des affaires publiques. Et donc il faut déléguer ça à un exécutif, pouvoir exécutif qui, dit Rousseau, peut être aussi bien monarchique, aristocratique ou démocratique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc en fait, le nombre de citoyens qui seront dans l'exécutif n'a pas d'importance. Ça peut être un, ça peut être quelques-uns dans une aristocratie, ou ça peut être l'ensemble dans une démocratie, peu importe. Parce que dans tous les cas, ça pourra s'appeler légitimement une république, et donc voilà une définition de la république qui arrive. Ça pourra être légitimement appelé une république si l'exécutif est exclusivement le ministre, le commissaire, enfin le commis à exécuter les décisions de la volonté générale. Donc ministre, au départ, ça veut bien dire à qui on a confié une tâche précise, qui est envoyé pour exécuter une tâche précise et absolument rien de plus. Donc dans ce cas, c'est bien une république si ceux à qui on délègue effectivement l'exécutif ne font qu'exécuter et jamais n'imposent leur propre décision contre la décision ou à la place de la décision commune. À ce moment-là, on est en république. Et Rousseau alors compare les avantages et les inconvénients d'avoir plus ou moins de citoyens dans ce corps exécutif. Ouais, je passe ces détails-là. En tout cas, on peut lire dans le texte suivant, dans le texte 5, pour quelles raisons donc Rousseau est tout à fait opposé à confier le pouvoir législatif donc et à le confondre avec l'exécutif, à le confier à un corps particulier comme l'exécutif. Donc la souveraineté ne peut être représentée, donc le pouvoir législatif ne peut pas être exécuté par des représentants, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Aliénée, donc c'est confiée à quelqu'un d'autre. Cette notion d'aliénation, il l'avait développée tout au début de son pacte social en disant que donc l'individu, quand il entre dans le corps social par son pacte, s'aliène totalement à la généralité, s'aliène à la volonté générale, c'est-à-dire que sa propre volonté devient étrangère en quelque sorte à lui-même, mais il le fait, comme on l'a vu, par l'intermédiaire de ce que lui, par sa raison, peut trouver déjà de volonté générale en lui. Donc en même temps, il s'aliène totalement, parce qu'il ne peut plus faire passer son propre intérêt dans la confection des lois, et en même temps, il ne s'aliène qu'à lui-même, puisque lui-même est cette volonté générale. Donc c'est une aliénation, en même temps, ça ne l'est pas. Donc là, on peut dire que la souveraineté ne s'aliène pas. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point. Elle est la même ou elle est autre. Il n'y a point de milieu.
Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Donc il peut y avoir des députés uniquement pour l'exécutif. C'est ce qu'on vient de voir. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. En personne, directement, est nulle. Ce n'est pas une loi. Le peuple anglais pense être libre. Donc c'était le modèle parlementaire. On élisait le pouvoir législatif. Il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. Donc si on utilise la liberté politique que pour élire des gens à qui ensuite on va entièrement la délivrer, entièrement la perdre à leur profit, on mérite bien de devenir esclave. Or, les menaces qui pèsent sur ce régime, c'est que le pouvoir exécutif tendra toujours à essayer d'empiéter sur le législatif. L'exécutif voudra toujours essayer de s'approprier les tâches législatives. C'est extraordinairement, une prévision du futur assez lucide. Et l'autre danger, c'est le désintérêt des citoyens pour les affaires publiques. Le problème, c'est que, évidemment, le fait de partager la souveraineté a beaucoup d'exigences, entraîne beaucoup d'exigences. C'est-à-dire il faut que les citoyens soient dévoués à ces décisions. Parce que des lois, il faut en faire tout le temps. Il faut en tout cas constamment les reviser. Et donc il faut aussi faire soi-même. Rousseau dit que c'est très important qu'on ne délègue pas tout ce qui est de l'ordre de la défense de la patrie, par exemple. Donc le citoyen est aussi le soldat. Il n'y a que lui. On ne va pas payer des mercenaires pour faire ce qu'il doit faire lui en tant que souverain. Et Rousseau constate donc que le pire ennemi des affaires publiques, ce sont les affaires privées. C'est-à-dire c'est le fait que chaque personne, chaque individu se soucie plus de son confort matériel, justement. Donc on voit ici une opposition très forte à l'utilitarisme. Il y a ce courant donc plutôt, du bien-être matériel. C'est un grand risque que chacun, en fait, se soucie plus de ses affaires matérielles que de son dévouement, qui est en même temps sa liberté. Donc, le problème, c'est que les peuples ont tendance à réaliser leur propre esclavage parce qu'ils préfèrent le confort à la liberté. C'est vraiment écrit en toutes lettres dans Rousseau. C'est très important ça pour lui. Ne pas préférer le confort à la liberté. Et donc, l'incitation aux affaires publiques, on la lit dans le 6e texte. Mieux l'État est constitué, plus les affaires publiques l'emportent sur les privés dans l'esprit des citoyens. Il y a même beaucoup moins d'affaires privées parce que la somme du bonheur commun fournissant une portion plus considérable à celui de chaque individu, il lui en reste moins à chercher dans les soins particuliers. Donc aussi, l'individu se réalise tellement dans cette communauté publique. C'est-à-dire, il peut tellement réaliser ses aspirations, il peut tellement trouver de satisfaction, de bonheur, de plaisir en fait à cette liberté partagée, que du coup, il a moins besoin aussi de compensation du côté matériel. Peut-être qu'il faut aussi réfléchir à cette question-là, c'est-à-dire pourquoi ce besoin d'accumulation, pourquoi ce besoin de passer son temps dans l'économique, est-ce que ce n'est pas justement parce que la sphère politique n'existe pas, ou parce qu'il n'est pas possible d'y entrer. Donc tout ce plaisir, cette satisfaction, cet ennoblissement, comme il dit, qu'on trouve dans la liberté politique effective, empêche aussi qu'on ait tellement besoin de compensation privée. Dans une cité bien conduite, chacun vole aux assemblées. Sous un mauvais gouvernement, nul n'aime à faire un pas pour s'y rendre, parce que nul ne prend intérêt à ce qui s'y fait, qu'on prévoit que la volonté générale n'y dominera pas, et qu'enfin, les soins domestiques absorbent tout. Donc si l'organisation politique est faite de telle manière que la volonté générale ne l'emporte pas, donc petit à petit, c'est les intérêts d'une classe qui sont systématiquement privilégiés, alors on va se désintéresser de la chose publique. C'est une tendance normale. Les bonnes lois en font faire de meilleures, les mauvaises en amènent de pires. Sitôt que quelqu'un dit des affaires de l'État, que m'importe, on doit compter que l'État est perdu.
Donc voilà cette conception extrêmement exigeante et on peut dire héroïque, cette idée de conception héroïque de la politique, elle a été remise en vigueur dans la philosophie politique au XXe siècle par Hannah Arendt notamment. Hannah Arendt, elle reprend cette idée que la politique ou la sphère publique s'oppose à l'économique qui est la sphère privée. C'est-à-dire que tout ce qui est du domaine de la subsistance et de la production, ce n'est pas là l'important de la sphère publique. La sphère publique, elle se trouve dans l'égalité et la liberté, au sens donc de l'exercice de l'autonomie. Elle revigore complètement ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se réclame, je pense pas directement de Rousseau, mais d'Aristote. Et donc on peut dire qu'effectivement il y avait cette tendance dans la politique d'Aristote, qui entérine d'ailleurs un État qui réalisé à l'époque, même si c'est imparfaitement, bien entendu. Cette idée que l'économique est du côté du privé et que la liberté est du côté de la politique, c'est-à-dire du public. Alors, chez Condorcet, cette conception est très largement reprise et appliquée à partir de la Révolution, quand il intervient le plus possible pour essayer de la réaliser. Mais elle s'y trouve déjà avant la Révolution, notamment dans l'ouvrage de Condorcet qui s'appelle Vie de Turgot, où justement donc il rend un hommage aux réformes qui avaient été proposées par Turgot. C'est en 1786 que paraît cet ouvrage, où Condorcet définit la République comme le régime où tous les droits de l'homme sont conservés. Tous les droits de l'homme sont conservés, donc ça c'est la première exigence. Une république, c'est un régime où tous les droits de l'homme sont conservés. Et ces droits s'inscrivent évidemment dans toute l'exigence du droit naturel, donc que Condorcet, comme on l'a vu, prolonge intégralement. Mais donc tous les droits de l'homme sont conservés, puisque celui d'exercer le pouvoir législatif, soit par lui-même, soit par ses représentants, est un de ses droits. Donc on inscrit au nombre des droits de l'homme, eux-mêmes issus des droits naturels, le fait de participer au pouvoir législatif. Participer à la confection des lois est un droit de l'homme à cette époque pour Condorcet. C'est ça qu'il essaye de faire passer dans les institutions de la République française. Mais il ajoute, vous voyez la nuance par rapport à Rousseau, c'est qu'il dit soit par lui-même, soit par ses représentants. Donc Condorcet n'écarte pas la démocratie représentative. Enfin, ou ce qu'il appelle la République représentative. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'écarte pas? Parce qu'il pense que la démocratie s'exprime directement ou indirectement, ça n'importe pas beaucoup. Et il reprend pour ça le même argument qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est que puisqu'il s'agit de définir rationnellement ce qui vaut le mieux pour l'État tout entier, alors peu importe que l'ensemble des citoyens se prononcent ou que ce soit seulement quelques-uns, pourvu que ce soit ça qui soit en vue, que ce soit le bien commun qui soit visé et qu'on y mette toute l'intelligence, toute la raison dont on est capable. La raison, c'est vraiment ici au sens de l'entendement, l'intelligence qui permet d'atteindre le meilleur résultat possible pour l'ensemble de l'État. Donc, si vraiment le corps législatif a ça en vue, il fera des bonnes lois, même si l'ensemble des citoyens n'est pas consulté. Mais Condorcet, tout de même, n'est pas naïf. Et il sait bien, il est très lucide sur le fait que deux précautions valent mieux qu'une, et que attendre donc du corps législatif qu'il soit toujours à ce point dévoué, que son intérêt propre ne paraisse pas, et que ce soit toujours l'intérêt général qui soit visé, il se rend bien compte que c'est un petit peu illusoire, et que s'il n'y a pas de contrôle, eh bien ça dérapera assez vite. Il s'en rend tout à fait bien compte. Et c'est pour ça que il écrit toute une série de conditions pour que le citoyen puisse avoir confiance dans l'organe législatif. Et cette confiance, c'est notamment que ce corps législatif soit renouvelé très souvent, très fréquemment, donc qu'il ne fasse que passer. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il ne faut surtout pas le professionnaliser, jamais professionnaliser les hommes politiques. Donc il faut qu'il soit rapidement remplacé, et par suffrage universel. Alors lui, il dit suffrage immédiat, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par des grands électeurs ou par des électeurs privilégiés. Donc suffrage universel du corps législatif.
avec un examen préalable et un examen aussi après leur fonction, après leur prise de charge, de la sincérité de ces représentants par rapport à leur mandat, par rapport à ce qui les a fait élire. Et donc Condorcet, par exemple, s'appuie beaucoup sur la liberté de la presse, estimant que c'est à la presse de faire connaître publiquement tout ce qu'ont fait les candidats à ces postes législatifs, tout ce qu'ils ont fait jusque-là, en quoi ils se sont montrés des hommes dignes de cette responsabilité, dignes de la confiance des citoyens, et aussi, après coup, de rendre compte, donc c'est toujours à la presse, de rendre compte de est-ce qu'ils ont respecté ce mandat qu'on leur a confié. Dans l'idée que, évidemment, si quelqu'un manque à ça lors d'un premier mandat, évidemment, il ne va pas être réélu. Les citoyens seront assez attentifs pour ne pas réélire le même. Donc voilà l'une des précautions que prend Condorcet pour pallier au fait à la nécessité de représentants. Et cette nécessité de représentants, c'est de nouveau basé sur l'argument que dans une grande nation comme la France, il est trop difficile d'assembler tous les citoyens constamment pour faire l'ensemble des lois. Néanmoins, Condorcet pense que les lois les plus fondamentales, et notamment la Constitution, doivent passer par la consultation de l'ensemble des citoyens, cette fois-ci vraiment de tous. Et donc, il écrit un traité qui s'appelle « Sur la nécessité de faire rectifier la Constitution par les citoyens ». C'est en 1789, donc vraiment au tout début de la Révolution, qu'il écrit ce traité, donc au moment où on doit faire une nouvelle Constitution. Et Condorcet plaide pour que le projet de Constitution soit ouvert à une consultation populaire telle que chaque citoyen, qui qu'il soit, quel que soit son poste, sa profession, puisse écrire, se prononcer sur la conformité de ce projet au droit naturel. Donc c'est par rapport au droit naturel. Si un citoyen pense qu'un article de la Constitution risque de compromettre un droit naturel, il doit le signaler. Et tous ces avis vont revenir à l'Assemblée constituante, qui devra refaire un projet en tenant compte. Donc on aura vraiment consulté tout le monde. Et en outre, Condorcet estime que ces articles constitutionnels, donc les plus fondamentaux, qui organisent vraiment de manière fondamentale les pouvoirs, doivent pouvoir être revus par l'ensemble des citoyens s'ils le demandent. Donc les citoyens abandonnent leur activité législative directe à condition que, s'ils le demandent, on les consulte sur une loi fondamentale. Donc on suppose par une sorte de référendum ou de nouvelles consultations de ce type où chacun pourra s'exprimer et où on prendra en compte chacune des expressions. Donc on voit que c'est un système, ce que propose Condorcet est un système un peu mixte, parce que par rapport au contrat social de Rousseau, il ne fait pas à ce point table rase, il n'est pas aussi exigeant sur l'élaboration de la volonté générale, mais en même temps, il prend toute une série de précautions qui n'ont jamais été appliquées, qui étaient déjà trop radicales pour être retenues au moment où on a effectivement fait la Constitution. Et donc, j'en viens à cette conclusion. De quelle manière les philosophes du XVIIIe ont-ils préparé ou non la Révolution française ? Il y a eu une très forte évolution par rapport à cette préparation de la Révolution. Une très forte évolution sur les dernières années qui l'ont précédée. En 69, quand Helvétius écrit son ouvrage De l'homme, qu'il ne publie pas tout de suite, justement, il écrit dans sa préface que l'état de la société française est tel qu'un tel ouvrage ne peut pas être compris. Donc un ouvrage où il demande justement une réforme assez radicale du pouvoir politique. Il dit ça ne peut pas être reçu, cette société est trop... l'état de la société est trop mauvais pour que ce soit reçu. C'est le texte 7 qui vous montre ce pessimisme, le fait qu'on ne pressentait pas du tout que les choses commençaient à être mûres pour un changement. Dans chaque nation, il est des moments où les citoyens, incertains du parti qu'ils doivent prendre et suspendus entre un bon et un mauvais gouvernement, éprouvent la soif de l'instruction, où les esprits, si je l'ose dire, préparés et ameublis, peuvent être facilement pénétrés de la rosée de la vérité.
métaphore d'une terre, une terre ameublie de telle manière que la rosée va vraiment la féconder. Quand ce moment un bon ouvrage paraisse, il peut opérer d'heureuses réformes. Mais cet instant passé, les citoyens insensibles à la gloire, c'est-à-dire ici à l'action politique, sont par la forme de leur gouvernement invinciblement entraînés vers l'ignorance et l'abrutissement. Alors les esprits sont la terre endurcie. L'eau de la vérité y tombe, y coule, mais sans la féconder. Tel est l'état de la France, en 69. On y fera de jour en jour moins de cas des Lumières, parce qu'elles y seront de jour en jour moins utiles, parce qu'elles éclaireront les Français sur le malheur du despotisme sans leur procurer le moyen de s'y soustraire. Donc on ne sentait pas qu'on allait vers le mieux. Hein, c'est important, hein, on ne sentait pas ça. Et c'est D'Holbach aussi, en fait, professe une sorte d'apolitisme épicurien, hein, en disant que dans des mauvaises époques comme la sienne, bien sûr, on peut éditer 2 ouvrages, on peut essayer de continuer à répandre des idées, mais il faut pas espérer grand-chose et mieux vaut donc se tenir dans une retraite un peu à l'abri, hors de l'arène, parce que de toute façon, c'est pas un moment où on va progresser. Donc c'est curieux, hein, comment est-ce qu'on sent son époque et à quel point on ne sent pas si le changement est imminent. Alors, à l'inverse, on a un texte de Condorcet, mais qui est rétrospectif. Qui, après la Révolution, estime qu'on la sentait venir, qu'elle était prévisible. Donc c'est le dernier texte. En comparant la disposition des esprits dont j'ai ci-dessus tracé l'esquisse, avec ce système politique des gouvernements, on pouvait aisément prévoir qu'une grande révolution était infaillible. Et il n'était pas difficile de juger qu'elle ne pouvait être amenée que de 2 manières. Et ici, ces 2 manières, c'est bien réforme ou renversement. Il fallait ou que le peuple établit lui-même ses principes de la raison et de la nature, que la philosophie avait su lui rendre cher. Donc vous voyez, Condorcet pense bien que la philosophie a eu sa part d'influence, qu'elle a pu répandre ça dans l'opinion la plus générale possible, et qu'à partir de là, le peuple pouvait décider d'établir ses principes en dépit du gouvernement, contre le gouvernement. Donc c'est l'idée de révolution. Ou que les gouvernements se hâtassent de le prévenir et réglassent leur marche sur celle de ses opinions. C'est-à-dire que les gouvernements qui auraient compris que la révolution était imminente se hâteraient de faire vite des réformes pour rester en place, hein, pour calmer le peuple et éviter l'insurrection. L'une de ces révolutions devait être plus entière et plus prompte, mais plus orageuse. Évidemment, ça, c'est le renversement brutal et violent. L'autre plus lente, plus incomplète, mais plus tranquille. Dans l'une, on devait acheter la liberté et le bonheur par des maux passagers. Évidemment, le moment de la Révolution, c'est des maux passagers. Bon, il y a des morts, il y a des difficultés de toutes sortes. Dans l'autre, on évitait ces maux, mais en retardant pour longtemps peut-être la jouissance d'une partie de ces biens, que cependant elle devait infailliblement produire. Donc il lui semble que même si la Révolution n'avait pas eu lieu, progressivement, le progrès des réformes finirait par obtenir le même résultat. La corruption et l'ignorance des gouvernements ont préféré le premier moyen. C'est-à-dire que comme les gouvernements n'ont pas voulu se réformer, ils ont obligé les citoyens à l'insurrection. Et le triomphe rapide de la raison et de la liberté a vengé le genre humain. Alors, je conclus maintenant rapidement sur l'ensemble du cours et donc sur ce qu'ont apporté les philosophes des Lumières à ce progrès à la fois donc bien sûr scientifique mais aussi politique. On a vu donc que la philosophie des Lumières a permis de supprimer toute justification transcendante donc à la fois de l'organisation sociale, du droit et de la politique. On a vu qu'elle avait permis d'éclairer les facultés par lesquelles on pouvait aussi bien donc décider, connaître le bien commun, connaître ses droits naturels et les appliquer. Donc, comment elle a répandu aussi l'idée que chaque homme en était capable, pourvu qu'il ait l'instruction suffisante, et que donc toujours les philosophes, certains philosophes ont pris la peine donc de détailler quelle était cette instruction minimale qui était nécessaire et suffisante pour que tout le monde soit citoyen actif.
Et elle a fait des propositions d'organisation politique alternatives au régime existant, ou bien de type réformiste, ou bien de type révolutionnaire, mais en montrant en tout cas que d'autres organisations étaient possibles, à quelles conditions, avec quelle justification à nouveau dans la nature humaine et dans un sentiment de justice qui venait de cette nature humaine. Et donc, en fait, elle a ouvert la voie, on peut le dire, à cette révolution, et essayer de la mener le plus loin possible et dans les meilleurs choix possibles, même si elle n'est pas parvenue à le faire. Et j'insiste sur le fait que quand on entend que la philosophie des Lumières aurait simplement appuyé le côté libéral et bourgeois des revendications de la Révolution, nous avons vu, je pense, suffisamment que c'est faux. En tout cas, que ce n'est pas le cas de tous et qu'il y avait beaucoup de propositions beaucoup plus radicales que ça. Qu'elles se sont ensuite répandues dans l'opinion publique, en tout cas par les publications que, en dépit de la censure, en dépit de tous les risques, ils ont malgré tout essayé de répandre, mais qu'en même temps, l'ensemble des textes philosophiques que nous connaissons maintenant n'a pas pu être connu de l'opinion publique avant la Révolution. Et que ça explique peut-être aussi, disons, une certaine maladresse dans le jugement de ce qu'il fallait, de ce qui était le mieux à instituer, voilà, de ce qui était préférable dans l'institution. Voilà. Merci. Christine. Je vais faire une petite remarque dans le texte, le premier texte, qui est le texte de Diderot. Il y a quelque chose que je trouve très très beau, c'est juste à la fin, quand il dit « C'est ainsi que l'on tombe dans un sommeil fort doux, mais c'est un sommeil de mort pendant lequel le sentiment patriotique s'éteint et l'on devient étranger au gouvernement d'État. » Si on met sous une autre forme, c'est-à-dire sous la forme affirmative, on a une définition du sentiment patriotique qui est tout à fait politique, c'est-à dire qu'être patriote, ce n'est pas être étranger au gouvernement de l'État. Tout à fait. Oui. Très pertinent. Tu as tout à fait raison, et c'est vrai que, et ça veut dire aussi ne pas être, enfin patriote ne veut pas dire, ne veut plus dire nationaliste contre ce qui serait extérieur. Ce n'est plus un resserrement sur une identité nationale, sur une exclusion de ce qui est autre que la patrie. Ce n'est pas une affirmation ami-ennemi comme on l'entend trop souvent. C'est effectivement simplement être soucieux du bien de l'État, en ce sens que c'est le bien de tous. À condition que ce soit le bien de tous, évidemment. C'est pas non plus un dévouement par rapport à une classe privilégiée, parce que là, demander ce dévouement, c'est demander à l'individu de se renier, évidemment. Donc, ouais. À ces conditions, on peut comprendre un patriotisme tout à fait autrement que ce qui souvent nous heurte, dire comme revendication patriotique. De même, oui, vas-y. De même pour la notion de propriété privée, je trouve qu'il y a quelque chose de... Enfin, on a une interprétation très erronée par rapport à ce que tu as souligné. Est-ce que tu pourrais un peu plus préciser peut-être ça c'est très intéressant, je trouve. Oui, donc la défense de la propriété qu'ils ont voulu inscrire dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est la défense de la propriété qui permettent à chacun de conserver son indépendance. Indépendance économique, c'est-à-dire assurer sa subsistance sans devoir se vendre, et indépendance politique par rapport à l'oppression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer à quelqu'un de manière violente, enfin de manière par abus de pouvoir, la propriété qui lui est garantie par la loi. On ne peut pas retirer à quelqu'un le fruit de son travail. Donc la propriété, elle est basée sur le travail. C'est une propriété vraiment explicitement fondée sur le travail. On est propriétaire de ce qu'on travaille pour sa subsistance et du fruit de son travail. Donc toute exploitation salariale, par exemple, est exclue. Et il existait du salariat à l'époque, et c'est vraiment unanimement considéré comme la condition la plus mauvaise qu'on puisse avoir.
C'est-à-dire parce qu'on est entièrement dépendant d'autrui, on n'a aucun moyen de subsister par soi-même, et donc on est à la merci de toute exigence, de tout arbitraire. C'est la pire condition qu'on puisse avoir. Donc la défense de la propriété comme un droit va contre justement l'exploitation économique par un système, bon, évidemment, où il y a celui qui possède les moyens de production et qui exploite les autres sous forme de salariés. C'est très clair. C'est complètement perverti, donc. Ça a été complètement, privé de son sens, effectivement. C'est pas, il ne s'agit pas du tout de défendre la grande propriété des moyens de production, hein, donc dans lesquels quelques-uns possèdent tout et puis font travailler ceux qui n'ont rien. C'est absolument pas le cas. Pas du tout, c'est le contraire. On pourrait dire que la propriété c'est du vol et puis que le vol c'est l'institution. Non mais là c'est pour faire un peu de l'humour sur un sujet qui... Non mais tu as raison de dire que au moment où Proudhon dira la propriété c'est le vol, c'est-à-dire vers 1850, il le dit précisément parce que la propriété n'a pas du tout été garantie de cette façon-là. C'est que la propriété, elle est devenue la concentration des richesses. Et à partir du moment où il y a concentration des richesses dans quelques mains et que elle est justifiée par ceux qui l'accumulent au nom du droit de propriété, c'est là qu'il y a eu vraiment une déviation de la notion de propriété. Et à ce moment-là, la propriété, c'est le vol. Parce qu'effectivement, tout ce que quelqu'un accumule pour lui, il le vole aux autres qui n'ont plus rien. Donc c'est dans ce sens-là. Et c'est vrai que la situation s'est tellement dégradée en échappant à ce qu'avaient voulu les instigateurs des droits de l'homme et de cette garantie de la propriété. Non, ce que je voulais dire, c'était par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes plongés, où beaucoup de philosophes contestent l'apport des Lumières. C'est très bon ton de nier la force de cette pensée, de ces idéaux. Et on nie la valeur de la spiritualité, hormis celle pour les religions. Mais elle est niée en tant que, par exemple, des valeurs comme égalité, fraternité, liberté, pardon, égalité. Bon. Et moi je trouve ça dramatique parce que on ne met rien à cette place-là, on est en train de nier toutes ces choses-là sur lesquelles elles sont aussi importantes. Je viens de dire que oui, la spiritualité, on ne sait plus ce que c'est, quelque part, hormis, encore une fois, religieuse. Je ne sais pas, ça me paraît être un vide important, tout ça, en ce moment. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas suivi tout ce qu'on reproche aux Lumières, hein, mais je sais que beaucoup d'intellectuels s'opposent aux Lumières. Ça veut dire que un reproche qu'on entend souvent, c'est que la raison des Lumières serait seulement une raison instrumentale, c'est-à-dire une raison où on utilise l'intelligence pour maîtriser d'abord la nature et puis la production et puis pour uniquement favoriser le développement économique et n'avoir aucune autre valeur en dehors de l'accumulation économique. Et c'est une tendance qu'on trouve au XVIIIe siècle, c'est pour ça que j'ai fait un détour tout de même par les physiocrates, etc. Il y avait cette idée que le bonheur résidait essentiellement dans une économie florissante. Mais c'était loin d'être le seul courant et loin même d'être le courant dominant. Toute l'aspiration à la liberté, c'est une aspiration au fait qu'il vaut mieux être pauvre et libre que riche et esclave. Enfin, ou que, disons, confortable et esclave. Je ne sais pas si l'idée de liberté peut entrer dans ce que tu appelles spiritualité, mais je pense que c'est une aspiration, en tout cas, à réaliser d'autres dimensions de l'être humain que la dimension strictement biologique, satisfaire des plaisirs strictement matériels, quoi. Effectivement, nous avons besoin d'autres plaisirs que matériels. Et voilà, la liberté en est un, la fraternité en est un autre, bien sûr. Et pour la plupart des philosophes des Lumières, la fraternité, c'est quelque chose qui peut résulter de l'égalité et de la liberté, mais qui ne peut pas arriver avant. Il ne peut pas y avoir une fraternité réelle entre les gens s'ils ne sont pas égaux et libres. Et donc, oui, effectivement, c'est seulement si on réunit les conditions posées par les plus exigeants d'entre eux qu'on peut, oui, trouver ce qu'ils appellent cet ennoblissement ou peut-être ce que tu appelles cette spiritualité. Non, ce que j'ai mal dit, c'est qu'elle n'est pas applicable en réalité, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, cette notion de liberté, d'égalité, de fraternité. Elle est impossible à appliquer, donc les jeunes aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce genre de... Tu veux dire qu'elle est impossible
de fait maintenant ou qu'elle est impossible pour toujours? Alors là, je pense que c'est carrément ouvert à tout le passé, le présent, le futur. Oui, enfin, c'est bien pour ça qu'elle est aussi bafouée. Moi, je pense qu'elle est possible, mais qu'il y a beaucoup de conditions. Alice, tu veux dire? Par rapport à la propriété terrienne, par contre, ça, ils la reconnaissent. Les philosophes des Lumières, ils n'ont pas réfléchi aux dérives qu'il peut y avoir par rapport à ça. Aux dérives, oui, oui. Donc là aussi, celui qui insistait tellement sur la propriété terrienne, c'est surtout d'Holbach. Et franchement, il est plutôt isolé dans cette tendance. C'est une tendance d'Ancien Régime. Franchement, c'est une tendance d'Ancien Régime qui pour la plupart est balayée. Les autres diront non, ce qui est important, c'est que chacun ait la propriété de ses moyens de subsistance. Et c'est pas toujours la terre. Et tous doivent être citoyens. Enfin bon, on a vraiment. C'est pour ça que la voix des philosophes du XVIIIe n'est pas unanime, en fait, elle n'est pas unique, elle n'est pas homogène. Mais on peut vraiment dire que d'Holbach est le moins avancé, le moins progressiste sur ce point. Sur le droit de propriété, je voulais revenir sur le contexte dans lequel c'était affirmé. C'est-à-dire que c'était affirmé dans un contexte des droits féodaux, où la terre appartenait, il y avait des gens qui avaient leur terre, mais la terre appartenait en général à des seigneurs avec des droits réels et des droits personnels. La Révolution a dans un premier temps supprimé les droits personnels en disant que les droits réels étaient rachetables, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être rachetés par des gens qui avaient les moyens de le faire, c'est-à-dire une bourgeoisie rurale. Et les philosophes, il y avait toute une pensée qui disait non, les droits, même les droits réels, ne doivent pas être rachetables. La terre doit aller à ceux qui les cultivaient. Voilà. Donc je crois que c'est pour ça que ce droit de propriété peut être aussi important, parce qu'il s'inscrit aussi dans ce contexte politique où affirmer un droit de propriété pour celui qui cultive la terre est véritablement révolutionnaire. Je crois que c'est fondamental à montrer. Et puis après, il y a un droit qui va se rajouter, qui est le droit à l'existence. Et ça va être vraiment réaffirmé. Et ce droit à l'existence, il passe dans le contexte social et économique de l'époque par la propriété. Est-ce qu'il y a des noms pour les physiocrates là? Est-ce qu'il y a des gens connus dans ce courant-là? Alors, il y a un certain Dupont de Nemours, l'ancêtre. Il y a plusieurs noms, mais je ne les ai pas en tête là maintenant. Ce sont pas des philosophes en fait. Il y en a aucun. Voilà, parmi les physiocrates, il n'y a pas directement des philosophes. Ce sont des économistes, ce sont des publicistes, ce sont des propriétaires justement. Non, alors Turgot, on le rapproche souvent des physiocrates, mais en fait, parce que justement, son édit est une application d'un des principes réclamés par les physiocrates, mais en fait, il s'en démarque sur beaucoup d'autres aspects, et il n'est pas franchement parti de ce mouvement. Pour une part, il partage certaines de leurs propositions et d'autres non. Notamment sur le fait que pour lui, il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'agriculture, par exemple. Ça, c'était un de leurs principes très, on peut dire, très réactionnaire, c'est-à-dire très conservateur, voilà, peut-être moins péjoratif que réactionnaire, mais très conservateur. C'était une France rurale et qui restera rurale puisque l'important, c'est l'agriculture. Je ne sais pas si j'étais très attentif tout à l'heure, mais tu as évoqué l'idée que la fonction publique ne devait pas être un métier. Oui, donc l'exigence que la fonction publique ne soit pas un métier, c'est surtout chez Condorcet, mais aussi bien sûr chez Rousseau, mais ça c'est évident puisque tous les citoyens sont souverains. C'est chez Condorcet qu'on a la plus grande insistance là-dessus, c'est-à-dire que tout citoyen peut être appelé à exercer une fonction publique à un certain moment dans sa vie,
Et il détaille d'ailleurs les fonctions publiques, c'est pas seulement le pouvoir législatif national ou exécutif national, mais c'est aussi toutes les petites charges publiques locales, donc qui sont nombreuses. Et donc en fait, beaucoup de citoyens défilent, surtout que il ne faut pas qu'ils restent à ces charges. Donc on peut être élu pour un nombre d'années très limité. Et je n'ai pas vu de précision sur, par exemple, l'impossibilité d'être réélu à la même charge, mais je pense qu'il y a des précautions de ce genre-là aussi. C'est-à-dire, il faut vraiment que on accomplisse cette fonction publique à côté d'une profession qui est le moyen de subsistance. D'ailleurs, les charges publiques ne doivent pas donner de privilèges particuliers en termes matériels. Donc, on les fait plutôt par service, par dévouement à la chose publique, que pour un intérêt justement particulier. Et voilà donc ce qui garantit qu'il ne peut pas s'instaurer une classe politique dont l'avantage devient de se maintenir au pouvoir et par conséquent, évidemment, de faire au fur et à mesure de plus en plus de lois en son propre intérêt, dans son propre intérêt. C'est vraiment cette dérive-là qui est déjà prévue et qu'il essaye d'empêcher de cette façon. Peut-être Ali, puis Isabelle, non? Bon. Est-ce que Rousseau a parlé du droit des femmes? Alors, dans le contrat social, il se garde de toute remarque sur ce sujet. Et ailleurs, et par tout ce qu'il a écrit par ailleurs, on sait que Rousseau n'était pas du tout favorable à la citoyenneté des femmes. Donc, il n'est pas du tout favorable au fait que les femmes puissent acquérir quoi que ce soit comme fonction, ni intellectuelle, ni politique. Donc là, il y a... Mais dans le contrat social, il ne l'évoque même pas. Développer des arguments là-dessus. Oui, mais ça, on l'avait vu la fois dernière, en fait, les arguments de Rousseau sur le fait justement qu'il y aurait... Alors c'est de nouveau un argument par la naturalité, comme quoi l'invocation de la nature est très à double tranchant, bien sûr, est très ambiguë. Donc c'est la naturalité de la biologie féminine qui les rendrait incapables d'exercer... incapables d'avoir les facultés, les facultés nécessaires pour l'exercice d'une fonction intellectuelle ou politique. Et aussi le fait que moralement, elles doivent avoir d'autres contraintes que les hommes. C'est-à-dire la moralité féminine doit être beaucoup plus rigoureuse et stricte que la moralité masculine. Bon, voilà, mais ça, c'est son côté hyper réactionnaire et qui n'empêche pas. C'est ça aussi, c'est intéressant de voir que les mêmes auteurs, sur certains aspects, sont extrêmement révolutionnaires et sur d'autres extrêmement réactionnaires. Le même. Si on prend Rousseau, ça c'est clair dans ce cas-là. Si on prend d'Holbach, sa politique, on l'a vu, est extrêmement tiède. Mais en revanche, sur le côté ontologique, le matérialisme ontologique, il est tout à fait révolutionnaire. Enfin, je veux dire par rapport aux idées, par rapport à la philosophie théorique. Donc voilà, l'un n'entraîne pas nécessairement l'autre. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les philosophes anarchistes et cette philosophie des Lumières? Et ça serait quoi le lien, la filiation En fait, les théoriciens anarchistes comme Bakounine, Proudhon ont évidemment lu les Lumières. Ils sont évidemment imprégnés de certaines de ces réflexions, de ces exigences. Et on peut voir... ils ont leurs propres propositions qui sont adaptées à la situation présente, puisque la situation a très fortement changé. Mais en même temps, sur les principes, il est certain qu'ils récupèrent des arguments, qu'ils répètent des analyses qu'on trouve chez les plus révolutionnaires des philosophes du XVIIIe. Il les cite rarement, il s'y réfère rarement explicitement, mais ça, je dirais, c'est plutôt la manière d'écrire de l'époque qui n'est pas comme la nôtre, attachée à toujours rendre à chaque auteur ce qu'on a trouvé chez lui. Donc il s'en inspire sans nécessairement le dire, mais on retrouve des formules exactement similaires. C'est clair qu'ils sont inspirés. Oui, tout à fait. Après, ils ont beaucoup de griefs contre la Révolution française, au sens où ça a été une révolution plus formelle
que matérielle, hein, au sens où économiquement, elle n'a pas débouché sur justement cette égalité des moyens qui aurait fait que tous non seulement échappent à la misère, échappent à l'exploitation, mais aussi puissent exercer une citoyenneté effective. Donc tout est encore à refaire, tout est à refaire. Et la grande idée, c'est de sortir des tutelles de l'État. C'est révolutionnaire, enfin c'est anarchiste. Oui, mais tu as raison, l'idée d'État, évidemment, est toujours mise en avant par les philosophes du XVIIIe dans leurs propositions politiques, y compris l'État social de Rousseau, enfin l'État social, oui, l'État souverain de Rousseau. Mais si on définit l'État à la manière de Rousseau, comme le corps politique tout entier, qui rassemble l'ensemble de tous les citoyens, les anarchistes diraient, ça c'est plus un État. Parce qu'il y a État, hein, dans ce contre quoi les anarchistes luttent quand ils luttent contre l'État, c'est contre une institution séparée du corps social. C'est-à-dire que ceux qui forment la classe qui détient vraiment le pouvoir, aussi bien donc national que régional, local, est une classe détachée de l'intégralité du corps social. Si on dit maintenant tous les citoyens participent à l'élaboration des lois, pour les anarchistes, ce ne sera plus un État, ce sera justement un corps social et politique en même temps. Voilà. Donc là, ça devient vraiment une question d'appellation. Si aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, dans les pays développés, riches comme la France, si on applique tout ce que tu as dit sur les lumières, et notamment le fait qu'il y a un côté pour aller vers le progrès, il y a l'éducation qui est extrêmement importante, soulignée par tout le monde sait, et l'aspect économique avec, d'après ce que j'ai retenu, plutôt aller vers une certaine autonomie des gens, autonomie économique, y compris à travers la propriété. Donc, moi, ce qui je trouve un peu paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où quand même l'éducation, même avec tous les défauts qu'il peut y avoir, qu'on peut repérer, etc., mais quand même, elle commence pour certains à l'école maternelle et elle se prolonge pour d'autres aussi, avec des inégalités, bien sûr. Et de l'autre côté, on a une situation économique qui est complètement à l'opposé, justement, du souhait des Lumières. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un progrès de l'éducation souhaité et voulu par les Lumières, y compris avec des aspects inégalitaires que tu as souligné à propos de Condorcet, et aujourd'hui, une économie qui est à l'inverse, justement, complètement de ce que préconisait, ce que souhaitaient les Lumières. Donc, moi, ça me semble être une espèce d'impasse. Ouais. Est-ce que tu dis était prévu déjà, faisait partie des mises en garde de Condorcet quand il disait que le progrès intellectuel n'entraîne pas nécessairement le progrès moral et politique. Il l'avait écrit, et c'est pourquoi dans son instruction publique, il insiste tellement sur l'instruction à la citoyenneté active. Et parce que le fait d'être un grand scientifique ou d'être plus instruit, même d'une manière générale, hein, que l'ensemble de la population soit plus instruite dans les matières intellectuelles, ne garantit absolument pas qu'elles aient accès à une citoyenneté active, ni même qu'elles en soient désireuses et conscientes. Hein. Donc il ne suffit pas d'être un intellectuel, au sens, je veux dire, scientifique du terme, pour avoir le goût d'intervenir dans la sphère publique. Premièrement, le goût, et secondement, évidemment, la possibilité réelle. Et pourquoi est-ce que ça passe aussi par l'économie? Parce que le fait d'avoir une instruction très poussée dans le sens scientifique ne permet même pas d'échapper au salariat. Je veux dire, ne permet même pas d'assurer sa subsistance. Il vaut mieux, à la limite, avoir une instruction technique limitée dans la généralité scientifique, mais par laquelle on est indépendant, que d'être un scientifique éminent
et d'être obligé de vendre sa force de travail intellectuelle. Donc il n'y a pas de lien entre le niveau intellectuel et la situation sociale. En fait, d'ailleurs on parle en sociologie actuellement de prolétaires intellectuels. En fait, on est obligé de vendre sa force de travail intellectuelle. Donc ça ne garantit pas du tout une indépendance économique et politique, et donc c'est soumis aux mêmes fluctuations, chômage, etc. Et c'est pas parce que le niveau d'instruction générale a énormément augmenté, évidemment, par rapport à cette époque, que pour autant, la classe politique reconnaît les citoyens capables de gérer la sphère politique. Il suffit de voir ce qui est constamment répété, c'est que les gens ne sont pas capables, c'est que, heureusement qu'il y a des spécialistes, etc., etc. Les experts, ouais. En tout cas, il voyait loin, parce que quand il dit le peuple est souverain, mais bon, après le législatif, il essaye que les deux marchent sur les deux pieds. Ça me faisait penser au référendum de 2005 où on a demandé aux gens de voter, et ensuite le législatif il est repassé derrière et il a annulé le vote. Et lui, où il voyait loin, c'est qu'il a dit mais il faut reproposer aux citoyens de pouvoir avoir la parole et de pouvoir être souverain. Mais ça, il ne veut jamais reproposer. Donc on voit bien qu'on est encore dans un régime, il se moque des Anglais là-dedans, mais je trouve qu'on n'a pas quitté la royauté depuis fort longtemps. C'est-à-dire qu'on est encore... Et l'autre truc que je voulais dire, c'est, là je l'ai bien en esprit, c'est par rapport aux événements qui se passent, la réponse qu'a eue Hollande et les deux assemblées me paraît, pour soi-disant le pays des Lumières, me paraît quand même quelque chose d'être une grande contradiction et d'être très bizarre. Quand on sait comment le gouvernement norvégien et le Premier ministre norvégien a déclaré, donc après l'assassinat par Breivik, par le fasciste, de 50 à 60 jeunes sur l'île, il a déclaré nous allons lui amener une réponse sanglante, et de la réponse sanglante, c'est plus de démocratie, plus de liberté, plus d'entraide et plus de partage. Je veux dire, les Norvégiens, en tout cas, ils ont lu les philosophes des Lumières pour moi. Tandis qu'Hollande, même s'il a lu, voilà, comment on répond à des situations dures, quoi. Voilà, est-ce qu'on répond par la même? Tu disais, mais est-ce que la fin justifie les moyens ou est-ce que les moyens justifient la fin, quoi? C'est vraiment ce truc qu'on a dans la tête, qu'on n'arrive pas à trancher. Oui, et je pense que dans la situation actuelle, ni la fin ni les moyens ne sont conformes aux Lumières, ni l'un ni l'autre. La fin de l'État, donc ce que vise l'État, n'a absolument rien à voir avec l'autonomie de chaque citoyen, absolument pas. Et donc les moyens vont avec. Les moyens, c'est plus d'autorité, plus de répression, plus d'exclusion. C'est cohérent. Juste faire la transition avec ce qui va suivre la semaine prochaine. Un des grands reproches qui a été fait aux communards, et quand on lit les procédés communards, le motif de leur incarcération, de leur jugement, c'est souvent l'usurpation de fonction. De fonction. Usurpation de fonction. Oui, c'est ça. Et oui, parce qu'ils se sont emparés eux-mêmes des pouvoirs. Le pouvoir, alors que ce soit le pouvoir lui-même, ou que ce soit même l'administration. Que la personne qui s'occupe du musée du Louvre soit pas un conservateur, mais un simple citoyen devenait quelque chose de contre-nature. Et cette personne qui s'en est occupée a été jugée justement pour avoir usurpé la fonction de l'expert.
Oui, je pense que la commune est un... Enfin non, je ne veux pas anticiper là-dessus, c'est plus compliqué que ça, est-ce que c'était une révolution ou pas, enfin bon. Mais pour la situation actuelle, moi je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste, justement. Je pense que la situation est grave, mais je pense que justement, plus on se ressaisit de ces arguments et de ces exigences qui étaient formulées à l'époque, plus on se les réapproprie, plus on estime aussi que c'est tout à fait légitime de demander des choses aussi avancées, aussi radicales. C'est légitime, c'est-à-dire que non, ce n'est pas légal, puisque évidemment l'État est construit sur une légalité tout autre, mais c'est légitime en ce sens qu'on peut se réclamer de droits humains, on peut se réclamer d'une nature, d'aspiration naturelle à l'espèce humaine, pour demander une organisation politique complètement radicalement différente. On peut dire, nous sommes des humains, donc nous sommes capables d'être autonomes. Je pense qu'il faut justement se réapproprier ces arguments pour en faire quelque chose maintenant. De recommencer à répandre tout ça maintenant, puisque justement, ça a été tellement déformé ou oublié. C'est recommencer à répandre ça partout où on peut, quoi. Recommencer à dire l'esprit des Lumières, c'est l'autonomie de chaque citoyen, c'est la participation de chacun à l'élaboration des lois, c'est la consultation populaire, c'est... ben voilà, je pense qu'on doit rectifier systématiquement, ne jamais laisser passer ce qui est dit faussement. C'est en quelque sorte la mission de ceux qui ont redécouvert ça, de le faire connaître de nouveau.